Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur les Entrevous de Marina. Et aujourd'hui, j'accueille Sandrine Meignet, qui est coach en PNL depuis une dizaine d'années et qui va nous raconter à la fois son parcours et puis qui va nous en dire un petit peu plus, surtout sur son outil qui est la PNL. Bonjour Sandrine. Bonjour Marina, Je suis je suis, ravie de t'accueillir. je suis ravie d'être là aussi. Alors, on avait déjà fait un elevator pitch toutes les deux. Donc, l'elevator pitch, pour ceux qui ignorent le format, c'est une vidéo très courte de présentation. Donc, on avait fait ça il y a quelques temps déjà. Et puis, j'avais envie que tu viennes un petit peu nous parler voilà, plus longuement de ta pratique, de ce qu'est la PNL et puis de ton parcours, de ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es coach en PNL et à quel public ça s'adresse et quelles sont les applications dans la vie de tous les jours. Donc, si tu veux bien, on va commencer par ça. Dis-nous, raconte-nous un petit peu quel est ton parcours, quel est le chemin qui mène Sandrine des bancs d'école au coaching en PNL aujourd'hui. Alors, ce qui m'amène à ce métier d'aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'ai démarré le métier de la coiffure il y a 30 ans. Ce que j'aimais dans ce métier, c'est le contact avec les gens. Ça, c'est ce qui ne change pas. C'est ce qui est le plus important pour moi, d'être toujours en contact direct avec des personnes. Et puis, il y a 10 ans, enfin même, on va faire un cheminement un petit peu plus long, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'ai eu un besoin d'aller soigner quelques blessures d'enfants qui étaient là et j'ai eu recours à deux thérapeutes qui m'ont vraiment, qui ont été pour moi le premier déclencheur. C'est-à-dire que cette thérapie qui était proposée, c'était basée sur les émotions de l'enfant. Hmm. Et là, vraiment, j'ai eu la révélation. J'ai dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Comme si j'avais dit, je veux faire ça plus tard quand je serai grande. Et vraiment, ça a été un déclic. Et puis, donc, j'ai cheminé, j'ai continué mes lectures sur le développement personnel. Ça a duré quand même quelques années jusqu'à ce que je tombe de nouveau sur la PNL, les outils, des lectures appuyées là-dessus. Et puis, c'est surtout là, pareil, de la même façon que la première fois, je suis tombée sur une formatrice qui proposait une initiation de 3 jours sur la PNL. Ah Et oui. j'y suis allée. Et là, ça a été vraiment le déclencheur, le deuxième pour moi, qui fait que là, j'ai vraiment touché du doigt qu'avec ces outils-là, je pouvais vraiment faire de l'accompagnement avec. Donc, je me suis formée jusqu'au maître praticien PNL et après a commencé donc la La partie qu'on pratique va en développer après, individuel. d'accord. Tout à fait. Quand tu dis il y a une vingtaine d'années, ça correspondait aussi à, il me semble, la maternité et au fait Alors, d'avoir un choix différent d'apprentissage aussi pour élever ton enfant. tout à fait. C'est-à-dire le fait de devenir parent ben, m'a fait poser beaucoup de questions sur l'éducation, sur la façon dont on peut accompagner un enfant autrement que l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue. Du coup, ça remettait en cause pas mal de choses, mais voilà, ça a été effectivement un des questionnements qui m'a conduit effectivement à, à chercher de la lecture. Alors, il y a tous les bouquins sur Dolto, Filiosa, Jacques Salomé, enfin, énormément de choses qui m'ont permis de, d'aller chercher d'autres formes d'éducation, en tout cas. Oui, parce que sans vouloir dévoiler de choses trop intimes de ton parcours, on peut dire que dans ton cas, l'éducation et le formatage, une sorte de formatage de l'éducation nationale a assez vite dévié sur une voie où on t'a dit que pour toi les études c'était pas trop ça et que c'était bien aussi d'avoir un petit côté un peu technicien, alors qu'aujourd'hui, pour te connaître bien, tu es quelqu'un qui dévore les livres, qui est extrêmement curieuse de tout, qui Mm-hmm. a une culture que tu t'es forgée bien après l'école et bien après avoir passé une forme de, comment dire, de désamour avec l'apprentissage, parce que ça n'était non pas l'apprentissage qui te posait problème, mais les méthodes de cet apprentissage. Et il se trouve que ton garçon aurait aussi pu être très très vite en désamour avec l'apprentissage. Et grâce à ta recherche et à tout ce que tu as fait pour aller chercher d'autres outils et puis l'accompagner sur une autre manière d'apprendre, aujourd'hui c'est un gamin qui est brillant.
Et c'est vrai que on en reparlera de manière un petit peu plus concrète tout à l'heure sur l'outil PNL en lui-même, mais je t'ai entendu souvent dire, mais la PNL devrait être obligatoire à l'école. Alors, on va rentrer un petit peu, peut-être déjà par ce créneau-là, et je Oui. voudrais que tu nous dises, d'après toi, pourquoi la PNL est obligatoire à l'école. Je vais donc t'obliger à nous raconter ce qu'est la PNL. Alors, partons du principe que la personne qui nous regarde et nous écoute ne connaît pas du tout cet outil-là. Alors, ça veut dire, déjà, si on décortique les 3 lettres, PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Donc, les 2 personnes qui sont à l'issue de la PNL sont John Grinder et Richard Bandler, qui ont conçu la PNL et ils se sont inspirés de mentors. Ils se sont demandé comment font les gens qui excellent dans leur métier. Comment est-ce qu'ils font? Donc, ils ont décortiqué, ils ont été chercher, alors chez Milton Erickson, chez Virginia Satir, chez Fritz Perl. Ils ont cherché vraiment à comprendre comment font ces gens-là. Et du coup, il y a tout un tas de techniques, il y a des outils, dont la pyramide de Diels, il y a le traitement des phobies. Et un des premiers qui, selon moi, effectivement, serait indispensable à l'école, c'est le VACOG. Le VACOG, qu'est-ce que c'est? Le VACOG, c'est les 5 lettres qui veulent dire, pardon, ce sont nos 5 sens dans la communication, le VACOG. Donc, ça veut dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. D'accord. En fait, on ne se rend pas compte, mais tous les jours, dans notre quotidien, on parle tous dans un langage prédominant. On a une façon de recevoir l'information et de communiquer l'information au travers de nos propres filtres. Et les filtres donc que je viens de citer, c'est-à-dire visuel, auditif, kinesthésique, alors on les a tous, hein, on les utilise tous les 5, sauf que nous en avons des dominants. Donc pour savoir effectivement comment est-ce que si on est plus visuel, auditif, kinesthésique, il existe aujourd'hui sur Internet des tests qui sont gratuits, qui peuvent permettre effectivement à la personne de savoir si elle est plus visuelle, auditive ou kinesthésique. Et lorsque moi, je fais faire ce test dans mes groupes ou en individuel, ça dépend le public, je le comment dirais-je? Je le propose toujours avec un autre test à l'oral. Parce que le test que je vous propose là, que je vous indique de faire sur Internet, il va révéler un canal prédominant. Mais il se trouve qu'on peut en avoir 2, voire 3 qui sont à l'équilibre, à l'identique. Donc, ça, on ne peut pas le savoir au travers d'un seul test. Et donc, je sais quel est mon canal principal. En fait, je vais adapter mes apprentissages à la manière, la manière dont je perçois les choses. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est qu'à l'école, effectivement, à ma maternelle, en section, en primaire, on peut avoir effectivement du visuel sur le tableau. La maîtresse, le maître peut apporter un visuel. Il y a des chansons, il y a des sons, donc on a aussi de l'auditif. Mais par contre, pour la partie kinesthésique, j'expliquerai après ce qu'est kinesthésique. Ben là, pour eux, les élèves qui ont besoin d'être plus dans leur kinesthésique pour apprendre. Alors là, par contre, c'est plus compliqué parce que ça passe par le fait de faire, c'est ça le kinesthésique, parce que moi ça m'intéresse parce que je suis kinesthésique dominante. Alors j'ai préparé l'interview, hein, donc forcément j'ai été regarder un peu, j'ai fait le test et c'est vrai que je suis kinesthésique. Donc moi, si tu veux m'embêter très clairement, tu me mets des morceaux de biscotte dans le lit le matin, ça va pas me plaire. Et effectivement, à l'école, du coup, vas-y, éclaire-moi, ça donne quoi un kinesthésique à l'école? Parce que comme je suis kinesthésique, alors effectivement, kinesthésique, ça mérite juste un petit éclairage. C'est que kinesthésique, on l'a sous 2 formes. On a le kinesthésique externe, c'est-à-dire c'est faire, c'est être en action, c'est être en mouvement. Et on a le kinesthésique interne, c'est tout ce que je ressens au niveau émotionnel, notre ressenti. Donc effectivement, à l'école, si je suis très kinesthésique, je peux, en restant 8 heures sur une chaise, ça peut être compliqué au niveau de l'apprentissage, de la mémorisation de l'information. D'ailleurs, je ne sais pas si tu fais partie des personnes kinesthésiques comme ça qui aiment écrire pendant qu'il y a la leçon à l'école. Est-ce que tu faisais des gribouillages? Oui, oui.
Bien sûr, et en plus, on était punis parce qu'il ne fallait pas qu'on fasse des gribouillages sur la feuille. Mais le kinesthésique a besoin, pour mémoriser son information et pour mieux apprendre, d'être en action. Donc, le fait d'écrire, c'est quand même une façon d'utiliser quand même son kinesthésique. D'accord, donc imaginons que les maîtres, les maîtresses au primaire, voire au collège, aient ce genre d'automatisme et d'information. Il n'y aura plus du tout la stigmatisation d'un enfant qui gribouille, mais au contraire, il aura détecté qu'il a un kinesthésique. Et si le gamin il commence à trop bouger, il sait que s'il va lui faire un tour dehors pendant 2 minutes, bon, si c'est possible, hein, parce que je pense que là, il y a des maîtres, des maîtresses qui vont dire « Oh là là, Marina, du calme, tu dis n'importe quoi, si ça commence à bouger. » Mais attends, Oui, les méthodes Montessori, je crois que c'est basé là-dessus, hein, de toute façon. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Dans les écoles parallèles, Steiner, Montessori, Freinet, il y a cette possibilité pour les enfants de se lever pendant que la personne est en train de dispenser le cours. Et c'est pas du tout un manque de respect par rapport au professeur, c'est que dans son besoin, je fais partie de ces gens-là, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de me lever. Si je commence à étudier quelque chose, il faut que je me lève, que je parte, je fasse un tour. Et la mémorisation se fait à ce moment-là. C'est comme si c'est pas un ancrage, mais ça fait partie effectivement du chemin que prend l'information pour la garder. Ah, mais tout à fait. Moi, je te livre une anecdote. J'ai dû faire une conférence l'année dernière. C'était un 15 minutes sans notes. Donc, ça fait beaucoup à mémoriser, 15 minutes sans notes. Et effectivement, dans ma pratique, dans ce que je sais de moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fractionné la conférence en petites portions que j'ai chaînées ensuite. Et à chaque fois que j'ai dû la prendre, je marchais. Je marchais dans mon salon, je marchais dans la rue, etc. Et le fait de marcher, pardon, mettait en mouvement ma mécanique d'apprentissage. Donc, effectivement, c'est très, très juste, hein, ce que tu décris. Donc, si on est nombreux à être dans ce cas-là, effectivement, et qu'on est brimé parce qu'on nous demande de rester assis sans bouger pendant 8 heures, eh ben, c'est très compliqué pour l'apprentissage. On va quand même apprendre, mais il n'y a pas la même facilité pour le kinesthésique, effectivement, d'apprendre et de garder l'info. De la même façon, les parents, le soir, quand vos enfants sont en train de bouger à table pendant qu'ils font leurs devoirs et qu'on leur demande encore une fois de rester assis, s'ils ont besoin de bouger, alors je dis pas quand on calcule les maths, c'est peut-être le moment où il faut rester assis, mais pour le reste, surtout si c'est auditif, si on récite un poème, si on récite une chanson, une poésie, si on peut laisser l'enfant bouger, déambuler parce que ça fait partie de son apprentissage, bah, ça va être quand même pas mal, hein. Donc, c'est déjà être plus à l'écoute sur la façon dont nos enfants se comportent par rapport à… Ouais. C'est vraiment un super outil parce que je sais qu'il y a pas mal de parents avec qui je parle, parce que moi, les miennes maintenant sont grandes, mais j'ai des amis I et IE et IES, pardon, qui souvent se sentent un peu démunis par rapport au fait que leur enfant peut être parfois très, très vif, etc. Et je pense que s'ils t'écoutent et s'ils comprennent qu'en fait, en cherchant un éclairage différent à l'explication du comportement de l'enfant, ça peut être juste génial. Ça me fait beaucoup penser à la CNV, etc. Après, on ne va pas tout aborder aujourd'hui parce que je pense qu'on va se revoir de toute façon sur d'autres sujets. On va revenir, si tu veux bien, à la PNL, parce que là, on était beaucoup dans la parentalité et puis dans l'outil PNL dans les classes. Donc, on peut lancer ce vœu pieux d'avoir de la PNL dans les classes dans l'avenir, mais on va revenir à ta pratique. L'outil PNL, puisque tu es coach, et je voudrais que tu nous racontes un peu, donc quand ta bascule s'est faite, que tu as rencontré, tu as fait ton initiation, puis tu as acquis ton niveau de maître Pratt, la PNL aujourd'hui, tu l'exerces dans plusieurs domaines. Le premier, c'est du coaching personnel. Et alors, je vais avoir plein de questions. Qui sont les personnes qui arrivent vers toi? Est-ce que c'est du changement de vie? Est-ce que c'est de la déprogrammation, etc. Raconte-nous un petit peu l'outil PNL dans le coaching, alors déjà individuel. Alors, pour comprendre effectivement qu'est-ce que ça peut apporter la PNL, le public qui est visé, je dirais, c'est ados, jeunes adultes, adultes, parce que les enfants, j'ai jamais essayé de faire de séance avec les enfants, bien que je pense qu'il serait, ça serait très facile chez les enfants, le changement, ça va très très vite.
Le public qui peut venir me voir, c'est un public soit des gens qui ont déjà fait un parcours, ils sont déjà travaillés en thérapie, en psy, que aujourd'hui, malgré qu'ils ont appris beaucoup de choses sur leur histoire et où ils en sont, ça ne les a pas aidés à changer les choses concrètement dans leur quotidien. Donc la PNL peut être vraiment un complément à un travail thérapeutique avec un psy, parce qu'on va travailler vraiment sur des choses très factuelles et très liées au comportement. Par exemple, j'ai le cas d'une dame. Alors elle n'avait pas forcément été voir un psy avant. Par contre, elle avait une demande très précise, c'est que cette dame, elle devait se présenter devant un jury. C'était pourtant un médecin. Elle était donc Doctorant. son métier est anesthésiste, donc elle a quand même un niveau important. Et elle était terrorisée complètement à l'idée de passer devant un jury d'une dizaine de personnes où elle devait présenter une thèse. Et du coup, je l'ai préparée avec les outils Alors, raconte-nous précisément, raconte ce que ça peut donner, du coup, ça m'intéresse. En fait, on a été avec plusieurs outils pour travailler sa problématique, pour qu'elle puisse se présenter avec beaucoup plus d'aisance. Oui. On a travaillé sur l'image qu'elle se faisait du jury, c'est-à-dire l'image, les yeux, Le fait comme ça. Exactement. Donc, on a amené finalement dans un exercice à ce qu'elle visualise. Voilà, je lui ai demandé de faire une photo mentale de ce qui était pour elle le jury en face d'elle. Donc, elle a fabriqué sa photo. Et puis, par le biais du mouvement oculaire, ça s'appelle, il y a le MDR, mais dans ma pratique, c'est pas le MDR, c'est le mouvement des yeux. C'est un exercice qui s'appelle, c'est ça, les mouvements oculaires. Donc, on fait balayer effectivement depuis la première photo jusqu'à ce qu'elle transforme complètement l'image qu'elle se fait, l'image traumatique qu'elle se fait de cet instant de jury, jusqu'à ce que finalement l'image du départ ne soit plus du tout la même et que finalement, elles se disent, en fait, voilà, là, il n'y avait plus pas le traumatisme, c'est un mot qui est fort, mais cette appréhension si grande, c'est ça, n'existe plus. Donc c'est ça, c'est vraiment, on transforme complètement l'image du départ. Voilà, tu as plaqué une autre image sur une image mentale qu'elle se fabrique et qui lui fait peur. C'est ça, si je schématise un peu, ça peut ressembler à ça. Tu as changé une image, enfin pas toi, l'outil PNL avec lequel tu lui apprends à travailler, lui passe d'une image qu'elle se fait, donc puisque tu as bien dit, c'est une représentation qu'elle se fait d'un événement là à venir, et exactement. Tu déprogrammes une image pour en reprogrammer une autre. Alors, c'est ça, c'est par le biais de toutes les questions. Alors là, je te parle de l'image mentale, mais on balaye tout, c'est-à-dire qu'on va balayer les sons, on va balayer le ressenti. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de confortable pour la personne, on continue. Donc, il arrive un moment donné où le cerveau ne sait plus, parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose que l'on induit. Ah, c'est-à-dire ? C'est la magie du cerveau, en fait. Le cerveau, il ne va pas faire la différence quand tu plaques une image sur une autre sur le fait que cette image-là n'existe pas ? Ouais, le cerveau ne sait pas faire la différence. Ah oui, donc c'est puissant. C'est très puissant et c'est pour ça, là, on peut ouvrir une toute petite parenthèse, c'est pour ça que dans les traumatismes qu'on a vécus à Nice, au Bataclan, à Paris, ce genre d'outils pour les psys, pour les accompagnants est très aidant parce que ça peut permettre vraiment d'enlever, alors il faut plusieurs séances, on est bien d'accord, hein. Là, on ne parle pas du même traumatisme, mais ça permet effectivement d'apporter effectivement de rendre une transformation de chose. Ouais. D'accord. Et quand j'ai regardé un petit peu l'outil PNL, alors tu vas certainement me dire que c'est la même chose, mais l'un des premiers trucs que j'ai vu sur PNL, c'est PNL phobie araignée. Ça peut donner quoi? J'ai pas compris pourquoi. Ça fait vraiment partie des phobies que la PNL enlève, enfin araignée, serpent, tout ça, mais... Alors, ce qui est génial, voilà, ça c'est un outil super, le traitement des phobies. Alors là, si tu veux, je te donne un exemple de ce qu'on peut faire dans une séance pour quelqu'un qui vient vers moi pour le traitement d'une phobie. Alors, une araignée, un cafard, un serpent, bien sûr, on a... Oui, que des petites choses qu'on aime beaucoup.
C'est ça, les pauvres petites bêtes. Et en fait, la personne qui vient me voir, je vais l'inviter à un moment donné à s'installer virtuellement dans une salle de cinéma. D'accord. Donc, je prends le temps avec elle, vraiment qu'elle s'installe, qu'elle se voit assise au 3e rang. Je prends le temps qu'elle s'installe et qu'elle voit le très grand écran face à elle, parce qu'on sait que dans le cinéma, l'écran est immense, d'accord? Oui. Et on va projeter sa phobie sur grand écran. Bouh. Une Donc araignée là, sur un voilà. grand écran? Ah, Voilà. Donc là, on est vraiment avec un truc très inconfortable. Et à ce moment-là, je ne vais pas rester très longtemps à ce moment-là, mais par contre, je vais quand même la questionner sur ce qu'elle ressent. Voilà, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. On va questionner tout l'état interne de la personne. d'accord. Et par magie, puisque la magie des outils, c'est qu'à un moment donné, je vais lui demander avec sa télécommande qu'elle aura dans sa main de mettre arrêt sur image. Pendant qu'elle met l'arrêt sur image, mentalement, tout ça est vécu mentalement, d'accord? Elle va mentalement aussi reculer à 3, 4, 5 rangs plus loin. Elle ne bouge pas de sa chaise. Quand je lui demande, elle doit faire dans sa tête reculer de 3, 4, 5 rangs. Oui, je vois. Et là, voilà, tout le travail se fait mentalement dans sa tête. Et là, en étant installée un petit peu plus loin, elle a aussi dans cette télécommande un peu magique la possibilité d'accélérer les images, de les ralentir. Donc, elle va elle-même commencer à accélérer et à jouer effectivement avec l'image qu'elle perçoit. Et puis, jusqu'à rendre floue l'image qu'elle va voir finalement devant elle. Et puis, on va, pourquoi pas, ajouter des sons qui vont être associés pour elle à quelque chose de beaucoup plus confortable. En fait, on va jouer encore une fois sur la transformation de sa perception. Là, c'est une phobie, donc on va vraiment prendre le temps. Ouais. Et puis, elle va encore reculer encore plus loin. Et puis, voilà, il y a tout des étapes à franchir de façon à ce qu'à un moment donné, sa phobie, c'est comme un petit peu l'histoire du mouvement des yeux de tout à l'heure. Mhm. En balayant tout l'état interne de la personne, à un moment donné, la phobie, elle va prendre une toute petite place. Et ça veut dire que la prochaine fois que dans le réel, la personne voit l'araignée, quel est le schéma de la construction mentale qui se met en place dans ces cas-là? Donc, elle voit Alors l'araignée. là, c'est très intéressant parce que pour elle, ça va être une information très importante, c'est-à-dire que, ah, tiens, maintenant quand je vois une araignée, qu'est-ce que ça me fait? Là, elle va être confrontée directement à, voilà. Et puis finalement, peut-être la première séance n'aura pas suffi, il faudra y revenir, ou la première séance a suffi et finalement, elle va dire, effectivement, je vois l'araignée, ça me procure un truc, c'est pas super agréable, mais pour autant, j'ai pas la même peur, c'est pas une phobie, c'est plus une phobie, c'est pas le truc Ça prend plus à qui la te gorge. déclenche. Voilà, qui te déclenche vraiment un truc où tu as peur, où tu tétanises, Oui. ou voilà. En fait, ça va lui donner beaucoup d'informations sur quelle est la place que ça prend aujourd'hui, sa phobie, où elle a complètement disparu. Je peux ne pas aimer les araignées sans pour autant avoir une phobie Tout à fait. des Et araignées. juste parce que ça me trottine dans la tête depuis tout à l'heure, elle a eu son examen, l'anesthésiste? Et oui, haut la main, haut la main. Ah, c'est important à savoir quand même. Elle était brillante, elle avait son sujet sur le bout des doigts. C'était vraiment l'idée du regard des jurys vers elle. Et ça, une fois transformé, ça n'avait plus du tout aucun impact. Donc, ça veut dire que concrètement, l'outil de la PNL dans une vie, alors, dans la vie de tous les jours, parce qu'on a les insectes, dans une vie professionnelle, quand il y a de grands moments de grand temps, c'est un outil qui, lorsqu'il est maîtrisé, peut nous aider sur des choses très pratiques et très concrètes à ne Exactement. plus se faire embêter par des choses sur lesquelles on pense qu'on n'a pas prise. C'est-à-dire que la plupart des gens avec qui je peux discuter, par exemple, vont me dire, bah oui, mais bon, j'ai peur des araignées, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, en fait, avec la PNL, on sort de cette espèce d'impuissance Oui. à prendre le contrôle en fait de nos vies, de nos émotions, et on a un outil qui nous permet justement d'avoir le contrôle sur certaines choses. Donc c'est vraiment un outil qui est juste fabuleux. Alors là, d'accord, merci, j'en sais un petit peu plus et je comprends un peu mieux la PNL. Comment ça marche? Là, on parle de personnes donc, que tu as de manière individuelle. Comment ça marche dans un groupe, par exemple, la PNL, à quoi, alors c'est grossier ce que je vais te dire, mais tu vas comprendre, à quoi ça sert la PNL dans un groupe? Et tu as vu, j'ai mis des guillemets virtuels parce que à quoi ça sert, c'est un peu grossier comme question, mais dans un groupe, ça peut faire quoi de sympa, la PNL?
Alors, je peux pas répondre simplement comme ça, donc je vais essayer d'être, claire. Donne-moi des Hem, exemples, hein, si tu veux, pas spécialement Là, des. ça va faire 2 ans que j'interviens sur des groupes, donc j'ai une petite, j'ai un petit panel d'anecdotes, en fait. Sur le groupe, ce que ça peut faire, c'est, avec les outils de la PNL, une fois que j'ai, proposé les tests, que les gens ont compris comment est-ce qu'on fonctionne dans la communication, ce que ça peut apporter dans un premier temps, c'est déjà, ben, mieux se connaître et puis être soulagé de se dire: «Ah, bah, finalement, ce que je ressentais était juste, j'avais» voilà. Il y a déjà une meilleure connaissance de soi, même au sein du groupe. Ça peut faciliter la prise de parole, ça peut faciliter finalement gagner en confiance en soi. Ça peut vraiment faciliter beaucoup de choses. Alors c'est sûr que je Interaction? n'adapte d'interaction, bien sûr, parce que les gens vont communiquer avec plus de Est-ce que tu constates, facilité. est-ce que tu constates que du coup les gens, alors pardon pour la question, mais elle me vient là. Est-ce que tu constates que du coup les gens comprennent qu'en fait parfois ils ont mésinterprété, tu parlais tout à l'heure des visuels, des Oui, kinesthésiques, etc. Et tu disais quand on préparait l'interview que parfois un kinesthésique va aller chercher l'information en bas pour chercher, alors qu'un visuel, lui, il a besoin qu'on le regarde dans les yeux pour valider que tout ouais, est OK. Et ouais. donc, si on prend juste cet exemple-là, quand toi, tu interviens dans un groupe et que, par exemple, tu as dit au visuel qu'il est visuel et que tu as dit au kinesthésique qu'il est kinesthésique et que tu as expliqué comment les deux vont se présenter, peut-être qu'ils vont se dire « Ah, mais finalement, il ne me manque pas de respect » ou « Ah, finalement, c'est pas parce que je ne l'intéresse pas qu'il regarde ses pieds. » C'est ça? Exactement, Ah, exactement. Exactement, et c'est-à-dire que si on est très très kinesthésique dans sa communication et qu'on est face à un auditif qui a énormément besoin de parler, 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 donner beaucoup beaucoup de détails, le kinesthésique, il peut être déjà parti de la pièce depuis un moment parce que c'est trop ah, d'informations. Et en fait, ça peut vraiment créer des conflits dans le travail ou dans un travail de groupe. C'est-à-dire que si je ne sais pas comment l'autre fonctionne, je vais effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, interpréter tout un tas de choses, alors que la personne, elle est vraiment dans son canal, elle est cool, elle est tranquille, mais ça peut déranger les autres personnes qui ne comprennent pas cette forme de communication ou ah oui. qui, voilà, ils n'ont pas l'info. Donc, dès qu'on a l'info, on va déjà mieux se connaître et mieux comprendre les autres et mieux communiquer avec les autres. Donc ça, c'est ce que tu mets en socle de base déjà quand tu as un Ouais, groupe. Ça fait oui, vraiment oui. partie des choses que tu installes. Ah oui, 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 oui. Après, j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres hein, sur lesquels je m'appuie. Mais ça leur plaît beaucoup, ça, le mouvement des yeux. Quand je leur fais, effectivement, on ne sait pas qu'on se met comme des profilers, mais dans le monde entier, il y a des gens dont c'est le métier qui peuvent décortiquer par nos micro-signes la façon dont on lève les yeux à gauche, la façon dont on lève les yeux à droite, si on plie à l'intérieur. Eh ben, ils vont avoir beaucoup d'informations sur nous parce que on peut mentir avec les mots, notre corps ne peut pas. Il peut pas le faire. Ah bon? Même si on est super, super conscient de tout ce que tu dis, qu'on connaît tout, tout ça? Ouais. Ah ouais. Notre corps va nous trahir à un moment donné sur le mouvement des yeux, sur je pince mes lèvres, je vais avoir tout un tas de micro-signes qui vont donner beaucoup d'informations. Donc, oui, oui, c'est ça qui est passionnant. Alors, du coup, après, les gens s'amusent à se repérer des choses. Après, ça peut donner lieu à beaucoup d'amusement, mais c'est beaucoup dans la bienveillance quand même. Et est-ce que tu as une anecdote sur quelqu'un qui était dans un groupe et qui a, je sais pas, qui a réussi à faire quelque chose qu'il pensait d'inimaginable ou... Je sais que tu accompagnes aussi pas mal de femmes qui étaient à un moment donné un petit peu loin de l'emploi, etc. Et que tu avais eu des histoires. Alors, ce que ça fait dans un premier temps, quand elles découvrent effectivement dans quel canal elles sont, c'est déjà, je suis pas nulle. Ah, ah, punaise. Bah oui, parce que ça veut dire que les formes d'intelligence qui sont reconnues à l'école, c'est t'es bon en maths, t'es bon en français, tout ça. Si t'es hors de ça, elle est où ton intelligence? Donc, pardon, j'ai tapé l'ordinateur. Elle est où l'intelligence? Hop, la caméra. C'est ça, c'est l'ordinateur qui parle aussi. Il est habité, il est avec moi. En PNL. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est découvrir les gens qui ont découvert, mais finalement, je suis pas nulle et j'ai aussi une forme d'intelligence. Et ça, c'est un vrai cadeau, c'est qu'à partir du moment où on découvre qu'on a un vrai potentiel, qu'on a des compétences qui sont pas encore peut-être les mêmes que les autres, certes, mais par contre, c'est leur permettre de vraiment contacter ça à l'intérieur. Et ça, c'est génial.
Parce que du coup, dès qu'on a ouvert ça, ça ouvre la possibilité à plein de choses et de se dire finalement, si je suis kinesthésique, j'ai besoin peut-être de faire l'expérience, de toucher et de faire une fois pour le comprendre. Si je suis visuelle, je vais avoir besoin de demander un schéma, un visuel. Si je suis auditive, je vais avoir besoin d'entendre peut-être de nouveau, de comprendre, d'assimiler. On n'a pas les mêmes besoins, mais du coup, on va aller demander ce dont on a besoin. C'est ça qui est génial. Et dans le groupe, dès qu'ils apprennent tous ces outils-là, ça leur permet d'aller chercher la bonne info pour eux, pour évoluer, pour continuer à apprendre à évoluer. Génial. Tu penses à quelqu'un en particulier? Je veux absolument mon anecdote. Je suis très anecdote, moi, comme personne. Là, j'ai pas tout de suite par rapport à. Obligé de se revoir. Tu me raconteras l'anecdote que. Oui, parce que là, je l'ai pas. Parce On que a tellement. j'ai. Ok. Alors, ce que je peux te dire, voilà, là, j'en ai une qui me vient, c'est que effectivement, moi, quand je me présente à eux et que j'ai un parcours un peu atypique où donc j'ai démarré la coiffure. Moi, je suis sortie d'école, j'étais en troisième. Donc après, j'ai fait pas mal de choses. Mais si tu veux, pour les gens qui sont sortis tôt de l'école aussi, le fait de devoir devant eux un formateur, une formatrice qui n'a pas pris les mêmes chemins classiques du bac plus machin truc, ça veut juste dire c'est possible. C'est génial. C'est une super entrée en matière en fait. Donc ça suscite beaucoup. Tu vois, dans mon groupe aujourd'hui, je suis 9 personnes depuis le mois de septembre parce que c'est mon premier groupe où je les suis pendant 2 mois. Donc là, c'est incroyable l'évolution d'il y a 2 mois à maintenant. Ça suscite des vocations. Dans mon groupe, j'ai 2 personnes qui ont envie, une d'être formatrice et l'autre thérapeute. Donc ça suscite enfin ce truc de dire je vais m'autoriser à faire vraiment ce que j'aime. Voilà, ça suscite ça. Tu vois, ouais, c'est un grand cadeau, ouais, c'est sûr. Tu sais, voilà, je suis ravie de partager ça avec toi aujourd'hui parce que c'est tout l'objet des Entre-vous, c'est vraiment d'arriver à rencontrer des hommes et des femmes qui nous parlent d'eux et qui arrivent à nous dire, regarde, en fait, tout est possible dans le champ des possibles et c'est là-dessus qu'on va terminer cet Entre-vous, Sandrine. Si je projette Sandrine dans son idéal de vie avec sa pratique, tu nous emmènes où? Alors là, j'enfile ma tenue. Ouais, des collants et puis surtout une tenue magique avec ma baguette magique. Je me projette dans un domaine. Dans ce domaine, il y aura un parc immense où la nature sera très présente. La nature fera partie intégrante des ateliers qu'on pourra vivre dans la nature. Parce que pour moi, aujourd'hui, ce qu'on traverse aujourd'hui nous fait sentir vraiment ce manque que l'on a vis-à-vis de la nature. Donc, je me projette dans un domaine. Je me projette aussi dans ce lieu où il y aura beaucoup de praticiens du bien-être, du développement personnel, du manger mieux, de la méditation, du yoga, la naturopathie, enfin, tous les acteurs de santé et du développement au service des humains. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est mettre peut-être encore plus l'humain à la première place. Là où finalement tout ce qu'on vit depuis le premier confinement nous fait sentir nos manques, d'être en contact les uns avec les autres. Donc voilà, si je me projette, ce serait dans un lieu comme ça. Eh ben, j'adore, merci. Merci Sandrine pour ce bel entre-vous. J'étais vraiment ravie de t'accueillir et je pense qu'on se reverra sur d'autres sujets parce que je crois qu'on a vraiment effleuré la parentalité, mais que tu as plein de choses à dire. Et puis, si jamais tu mets en place ton projet, moi, je veux faire partie des premiers à le savoir. Et je voulais te dire simplement avant qu'on se quitte que je recevrai bientôt Lilian Connor, qui est naturopathe, qui est un éducateur de santé. Et c'est grâce à toi que j'ai fait la rencontre de Lilian. Donc, merci. Et à vous tous, si vous avez des hommes et des femmes qui vous inspirent, n'hésitez pas, parlez-moi parce que voilà, merci Sandrine de me l'avoir fait rencontrer. Merci d'être venue. Merci de cet entrevue. Merci à toi infiniment pour cet entrevue et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci.